Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Veuillez dès à présent suivre le courrier des auditeurs. ，Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa et moi-même qui vous retrouvons pour cette semaine, pour le courrier des auditeurs de cette semaine, donc comme la semaine dernière. Tout à fait. Voilà, Bonjour la à même tous. équipe, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, comme d'habitude, on va vous rappeler les concours, on va répondre à des questions, à vos questions, on va saluer quelques auditeurs et on va vous faire des annonces. Alors, on peut commencer peut-être par une annonce importante pour la fréquence. Oui, tout à fait, parce qu'au mois d'août, il y a un événement exceptionnel qui est la diffusion de certains programmes de RTI en français à partir de l'antenne de diffusion de Tanshui au nord de Taïwan. Donc c'est à ne pas manquer parce que c'est juste au mois d'août. C'est une diffusion vers l'Europe et l'Afrique du Nord. Et donc, c'est des compilations de diverses émissions thématiques, une sorte de best-of, tous les vendredis, samedis et dimanches. Et donc, je rappelle les fréquences pour les personnes qui nous suivent sur les ondes courtes. C'est 11 995 kHz de 17h à 18h temps universel et la fréquence 9 545 kHz de 18h à 19h temps universel, vendredi, samedi, dimanche, à ne pas manquer. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous nous envoyez un rapport d'écoute spécifiquement sur ces émissions diffusées à partir de Tanshui, vous recevrez une carte QSL spéciale. Spéciale, donc pas celle qui ont été distribuées pendant l'année. Donc. Voilà, c'est une carte QSL en plus, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos rapports d'écoute. Et j'en profite pour remercier les nombreuses personnes qui nous ont envoyé déjà des rapports d'écoute, que ce soit de nos émissions normales ou depuis celles qui ont été diffusées depuis Tanshui. Parce que je crois qu'on a reçu des rapports d'écoute de 15 pays. Ah, waouh. Alors, par exemple, de Corée du Sud, je salue Kwon Daegon. Bon, désolée pour la prononciation si c'est pas parfait, mais... J'aurais pas fait mieux. On a reçu depuis l'Inde les rapports d'écoute de Isn Murti, Paul Shiwandu, du Metali Listener Club, Anand Mohan Bain, Ram Badou Kumar. Depuis l'Allemagne, Monsieur Robben, Petra Kugler, Dieter Leopold, Bernd Seisser, Andreas Bohem. Depuis la Suède, Christer Björnström. Depuis le Japon, Masahiro Kobayashi. Les Pays-Bas, Rob Den Bauer. On a reçu aussi un rapport d'écoute du Bangladesh, Ashik Ekbal Tokon. J'espère que je prononce bien, désolée. Ensuite, on retourne en Europe avec l'Italie, Fabrizio Savini, Giacomo Malnati, Domenico Schiassia, Dimitri Breoni. Eh bien, merci beaucoup. Attends, mais j'en suis qu'à la moitié. Hein. C'est pas vrai. Mais si. Je me suis dit merci pour avoir prononcé tous ces noms, parce que je sais pas comment j'aurais fait pour prononcer certains. C'est pas facile. Des fois, on a un peu l'angoisse, en fait, quand on doit prononcer des mots dans une langue qu'on connaît pas bien. Alors, bravo. Soyez indulgents quand même. Continue comme ça. Alors, en Afrique du Nord, on a Farid Boumeichal d'Algérie, Abdelila Izou et Jouad Saber du Maroc. Ensuite, on change de continent. Depuis la Russie, Dimitri Eladjin. En Espagne, il y a Arthur Fernandez Lorella et Joan Koba Femenia qui nous ont écrit. Et du Pakistan, il y a Saline Akhtar Chadar. Donc, je termine avec la France. On a beaucoup d'auditeurs fidèles. Donc, Damien et Violaine Juric, notamment. Paul Jamet, Daniel Villon, Thomas Bègue, Daphné Arance, Daniel Klotz, André Bio, Gilbert Dupont. J'espère que j'en ai pas oublié.
Et une dernière petite mention, ça m'a fait très plaisir de recevoir un rapport d'écoute de Maylin depuis la Chine également. Voilà. Wow. Merci à tous, vraiment. Oui, ça fait vraiment très très plaisir, même si nos boîtes mail explosent un petit peu parfois, mais... Oui. Voilà. C'est bon signe. Donc continuez comme ça. Mm-hmm. Et puis on vous rappelle également les concours avec le concours du mois d'août. Il faut nous donner les noms de 2 sénateurs français qui ont honoré Taïwan de leur visite fin juillet. Et il y aura 10 gagnants pour remporter un des écussons de l'ours noir formosan qui met un uppercut à Winnie l'ourson. Voilà, un des écussons qui ont été donc choisis par Valentin. Et un des écussons qui a fait fureur à Taïwan aussi ces derniers temps, parce que tout le monde aimait bien ça. Et on a aussi un concours trimestriel pour les mois de juillet, août et septembre, donc on arrive à peu près à la moitié. Il vous reste donc 1 mois et demi pour répondre à la question suivante. Quel est le nom de l'éditeur et animateur de RTI, un collègue donc qui a récemment disparu en Chine, à Shanghai lors d'une visite. Voilà. Vous pourrez aussi recevoir un cadeau, comme d'habitude. Il s'agit d'un arrosoir de poche en métal et il y en a 4 à remporter. Donc envoyez-nous vos participations. Et puis peut-être avant de répondre à vos questions, j'ai encore une petite annonce à propos de l'activité vide-grenier qui est encore en cours. Voilà, donc il y a certaines personnes qui ont reçu des lanternes avec donc différents animaux de l'horoscope chinois en fonction des années. Et en fait, parfois il y a certaines années où il y a des lanternes qui manquent. Vous avez peut-être certains animaux, mais pas d'autres. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous envoyer par mail les lanternes qui vous manquent. Par exemple, je voudrais la lanterne de l'année du cheval ou autre. Et si c'est possible pour nous, c'est-à-dire si c'est encore en stock, on va vous les envoyer. Voilà, donc ça dépendra bien sûr des stocks. Donc dans la limite des stocks disponibles. Mm-hmm. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des annonces, des concours. Mm-hmm. Il ne nous reste plus que les questions. Plus que les questions. Et on en a beaucoup. Auditeurs, bien sûr. Alors, on commence avec la tienne peut-être. Allez, on a une question de Siddhartha. C'est bien ça? Oui, qui nous écrit depuis l'Inde. Oui, qui nous écrit et qui nous demande si Taïwan participe à la journée mondiale de l'hépatite le 28 juillet et quel genre de mesures Taïwan prend pour éradiquer l'hépatite. Vaste sujet. Alors, souvent les journées mondiales comme ça sont organisées et un peu sponsorisées par l'ONU. Taïwan ne fait pas partie de l'ONU, mais bon, souvent Taïwan participe quand même en faisant des actions pour montrer que le gouvernement taïwanais se préoccupe de tel ou tel sujet. Et donc, pour la journée mondiale de l'hépatite, j'ai pas vu passer énormément d'informations, mais je sais par exemple qu'il y a eu un webinaire organisé le 28 juillet, justement, par MDPI, pour sensibiliser à l'hépatite et encourager la coopération au sein de la recherche. Et y était invité un professeur taïwanais, Dai Jiayen, sur la manière d'éliminer l'hépatite C à Taïwan. C'était donc un des 3 invités. Et alors, ce qu'on peut dire sur l'hépatite au niveau mondial, c'est que l'OMS a annoncé comme but d'éliminer l'hépatite virale comme menace majeure pour la santé publique d'ici à 2030 dans le monde. Et Taïwan, ce qu'on peut dire de la situation à Taïwan, c'est que c'est quand même une maladie qui reste assez prégnante, malheureusement. Alors, il y a l'hépatite A, B, C, D, E. Ah bon? Je crois qu'il n'y avait que ABC. Moi aussi, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que l'hépatite A, il y a environ 1,4 million de cas d'hépatite A par an dans le monde. Et à Taïwan, il y a une moyenne d'environ 113 cas confirmés par an sur la période 2010 à 2014. Mm-hmm. Et en sachant que en 2016, Taïwan a connu une épidémie d'hépatite A vraiment très importante. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu 1133 cas confirmés en 2016.
dont 47% étaient aussi infectés du VIH. Voilà, puisque l'hépatite A peut être causée par une ingestion de nourriture ou d'eau contaminée. Voilà, donc c'est peut-être avec des nourritures qui sont contaminées ou des systèmes d'eau qui sont pas encore aux normes, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des contaminations. Voilà. Et au niveau de l'hépatite B, qui est donc une infection qui attaque le foie, et donc c'est un virus qui est transmis par le sang et d'autres fluides corporels d'une personne infectée. On est environ 257 millions de personnes qui vivent avec l'hépatite B dans le monde. Et à Taïwan, on a environ entre 100 et 125 cas confirmés sur la période 2012 à 2016. Voilà, tous les chiffres datent jusqu'à 2016, selon par rapport aux statistiques qui sont disponibles sur le site du Centre de contrôle des maladies de Taïwan. Et ce site-là nous dit également que l'hépatite B est un des plus gros risques de santé, risque d'accident du travail à Taïwan. Ah bon, d'accord. Voilà. Sans doute peut-être pour les gens qui travaillent dans les soins aux personnes, par exemple, s'il y a des personnes contaminées en lavant des choses, ou alors peut-être dans le milieu médical avec une contamination au sang, des choses comme ça. Pour l'hépatite C, qui peut aussi se faire par une contamination avec des petites quantités de sang. Donc ça peut être porté par exemple des utilisateurs, des consommateurs de drogue, ou alors des pratiques d'injection qui ne sont pas sécurisées. Là, on a 71 millions de personnes qui vivent avec l'hépatite C comme infection chronique dans le monde. Et à Taïwan, on a environ 210 cas confirmés par an, toujours sur cette période 2014 à 2016. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C, donc la recherche continue. Et au niveau de l'hépatite D, on a 15 millions de personnes dans le monde. Et à Taïwan, environ entre 0 et 5 cas confirmés par an. Donc ça, c'est vraiment moins important. Et au niveau de l'hépatite E, il n'y a pas de chiffres pour Taïwan. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une prévalence plus importante en Asie du Sud et en Asie de l'Est. Et qu'il y a un vaccin qui a été trouvé par la Chine pour prévenir l'infection à l'hépatite E. Mais ce n'est pas encore accessible dans le monde. Voilà. J'ai également trouvé dans un article publié en 2018 dans la revue du journal de l'Association formosane de médecine que les thérapies pour l'hépatite B et C sont remboursées par le système d'assurance nationale à Taïwan depuis 2003 et qu'entre 2003 et 2017, il y a eu 95 000 patients des hépatites C qui ont été traités sur cette période avec un traitement antiviral efficace. Et en ce moment, on est dans la période qui va de 2018 à 2025, qui est une période couverte par une politique de lutte contre l'hépatite C à Taïwan avec 3 directions principales. Une prévention grâce à un traitement abordable et accessible, un diagnostic, puisqu'on estime qu'à Taïwan, il y a la moitié des patients qui ne sont pas diagnostiqués et qui sont pourtant atteints de l'hépatite C. Et 3e direction, c'est bloquer les voies de transmission pour prévenir les nouvelles infections et les réinfections et bloquer les autres facteurs de risque de maladie du foie, tels que l'alcool, qui peuvent être d'autres facteurs. Et c'est ce sur quoi Taïwan travaille en ce moment. Ok, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On va pouvoir passer à des sujets complètement différents, encore une fois, mais peut-être un peu plus légers, on va dire. Et encore. Alors, il y a notamment Maggie Roy qui nous a envoyé un message avec 2 questions très intéressantes. Alors, elle nous disait « J'espère que vous allez bien en cette période de typhon et de canicule. Mais sans doute pouvez-vous bénéficier de la climatisation à RTI et dans vos lieux de vie. J'ai appris qu'en Corée du Sud, les transports étaient tous climatisés et les abris de bus également. Est-ce que c'est le cas à Taïwan ?» Alors,
Qu'en Vaste est-il question. à RTI déjà? Ici, il fait plutôt froid. On a toujours avec notre petit Il fait gilet. plutôt froid, sachant que là, en dehors, à l'extérieur, il doit faire 34 degrés, quelque chose comme ça, ou même peut-être plus aujourd'hui, peut-être 36. Et on est toutes les deux avec une écharpe et une veste dans le studio de RTI. Donc c'est pour vous dire vraiment qu'il fait vraiment très froid. Alors RTI, c'est un peu particulier quand même parce que il y a beaucoup de machines, donc voilà. Il faut garder les machines assez froides, assez fraîches. Voilà, et en plus il y a qu'un seul système, comme c'est un bâtiment un peu vieux, un seul système de climatisation dans tout le bâtiment, donc on peut pas vraiment régler par bureau. Alors que normalement, c'est vrai que depuis ces dernières années, il y a des efforts qui sont faits pour ne pas surconsommer la climatisation, etc. Mais c'est vrai que dans ce type de vieux bâtiments, en plus avec tous les besoins techniques, les ordinateurs qui chauffent, etc., on ne peut pas forcément le faire ici. Donc voilà, et c'est un peu un des problèmes de l'air conditionné. Quand il fait très chaud comme ça, c'est bien, mais en fait, à force de sortir, rentrer, chaud, froid, parfois on peut tomber malade. Alors, en ce qui concerne la climatisation dans le métro, ça, c'est effectivement quelque chose qui existe à Taipei ou à Kaohsiung, par exemple. Et c'est vrai que quand j'en parle à des Taïwanais, quand je parle à des Taïwanais qui sont allés en France, par exemple, en vacances, il y en a beaucoup qui sont étonnés qu'il n'y a pas la climatisation dans toutes les lignes de métro à Paris. Mais bon, ça s'explique aussi par l'âge du métro. C'est vrai qu'à Paris, le métro, il a plus de 100 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la clim. Et les nouvelles lignes du métro à Paris, finalement, ont la clim, mais pas les anciennes. Et puis, c'est pas facile de changer tout le système. À Taïwan, en fait, les premiers métros datent des années 80, 90. Donc, il y avait déjà la clim à ce moment-là. Donc, c'était beaucoup plus facile. Mais bon, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, personnellement, et puis aussi d'autres Européens que j'ai vus à Taïwan, ce qui nous enchante, entre guillemets, le plus dans le métro à Taipei, c'est pas forcément la climatisation, enfin, même si ce serait difficile d'imaginer comment on pourrait faire sans, vu la température à Taïwan, mais c'est surtout les toilettes, en fait. C'est vraiment un plaisir d'avoir des toilettes propres, gratuites et nombreuses dans toutes les stations de métro. Ça, c'est vraiment un rêve. Je ne sais pas si un jour... non, je pense pas. Mais, là aussi, c'est vrai qu'à Paris, si on voulait l'avoir, il faudrait creuser des nouveaux... Il y a des toilettes dans le métro parisien ou pas? Non, très rarement. Ou alors dans certaines stations de gare, par exemple, il y a des toilettes, mais elles sont payantes et elles ne sont pas forcément propres en plus. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui manque pas mal en France. Alors j'ai jamais vu pour l'instant à Taïwan, comme en Corée, de la climatisation sous les abris de bus. Ça, c'est un peu compliqué à mettre en place, je pense. Et c'est vrai que la climatisation, quand on est dedans, ça fait du bien, mais à l'extérieur, en fait, ça réchauffe encore plus les villes. Et ça contribue encore plus aux îlots de chaleur qu'on trouve dans les villes, qui sont créés notamment par le béton. Et à ce sujet, justement, Clément Tricot vient de diffuser une émission La ville en pratique, qui parle des îlots de chaleur à Taïwan, et notamment à Taipei. Donc je vous invite à l'écouter parce que c'est très intéressant. Et par rapport au transport, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi tous les bus, tous les cars et aussi tous les trains. Et je me souviens avoir pris un train il y a une dizaine d'années sur la côte Est où il n'y avait pas de climatisation, où c'était un assez vieux train avec des ventilateurs au plafond qui fonctionnaient très fort. C'est vrai toute intensité, mais je ne sais pas s'il existe toujours ce train-là. En tout cas, le concept des ventilateurs vissés au plafond, ça existe toujours, même dans le métro de Taipei, parce que par exemple sur ma ligne, la ligne brune qui est en extérieur, les stations, on ne peut pas vraiment les climatiser, parce que même si c'est climatisé dans les rames de métro, mais les stations, c'est difficile parce qu'elles sont ouvertes sur l'extérieur. Et donc, en fait, devant chaque porte pour attendre le métro, il y a un ventilateur très très vieux d'habitude, des vieux ventilateurs qui sont vissés au plafond, et c'est très rigolo, quoi. Et je me souviens qu'au Japon, dans le métro, il y avait aussi certains métros avec dans les rames des ventilateurs vissés au plafond. C'était assez rigolo. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les salles de classe, maintenant à Taïwan, toutes les salles de classe sont équipées d'air conditionné normalement,
puisque c'était une politique du gouvernement qui a achevé ce plan-là en avril 2022, où c'est un plan qui a coûté 1,2 milliard de dollars américains pour installer 184 000 appareils d'air conditionné dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, puisque c'est vrai que dans certaines parties du sud de Taïwan en particulier, il fait très chaud. La température moyenne peut être de 32 degrés au printemps et en été. Donc c'est vrai que les conditions d'apprentissage des élèves étaient quand même très difficiles. Mais par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que je trouve que Taïwan manque un peu de mesures pour limiter ou pour réguler les températures dans les salles de classe et dans les bureaux ou les centres commerciaux de manière générale, parce que si tu vas dans les grands magasins, c'est vrai, tu rentres, c'est un frigo. En plus, souvent, froid. Souvent, les portes sont ouvertes. Et du coup, même quand on passe devant la porte depuis la rue, on sent le froid de l'intérieur. Un air sibérien qui nous passe dessus comme ça. Mais c'est vrai que j'en avais discuté avec des Taïwanais qui me disaient que c'est très difficile de sensibiliser à ce sujet dans la mesure où à Taïwan, l'électricité est très subventionnée par le gouvernement et très peu chère. Et du coup, tant que ça ne frappe pas au porte-monnaie, c'est assez difficile de réussir à convaincre à grande échelle les personnes de moins utiliser l'air conditionné, d'autant plus que ils sont habitués en fait. Parce que même, je trouve que les Taïwanais... Même les jeunes ont grandi avec ça maintenant. Voilà, ils sont même presque plus habitués que les Européens, je trouve. Souvent, en tant qu'étrangers, on trouve qu'il fait froid et tout, alors que pour les Taïwanais, c'est normal en fait. Oui. Et cette limitation de la température, Taïwan a essayé de faire des mesures dans ce sens-là. Par exemple, en 2014, il y a eu des régulations pour économiser l'énergie et donc pour étendre cette économie d'énergie à différents lieux, à 20 types de lieux. Et pour donc la limite, c'était plus de 26 degrés dans certains lieux. Mais il y a des exceptions importantes qui limitent donc l'impact de cette mesure, comme par exemple pour les hôtels, les centres commerciaux et les restaurants. Toutes les zones où on peut manger sont exclues de ces mesures-là. Je vois pas pourquoi, 7h du matin et 9h du matin, entre 11h du matin et 14h, et de 18h à 21h. Bref, de grandes exceptions. De grandes exceptions, en fait. Puisque c'est souvent ces zones-là, en fait, qui sont très climatisées. Et puis surtout, les centres commerciaux, c'est des grands bâtiments qui demandent le plus de climatisation. Voilà, donc en tout cas, il y a eu aussi en avril 2023, un plan pilote, une phase expérimentale pour les restaurants et les galeries de restauration dans les centres commerciaux. Il y en a plusieurs qui se sont lancés dans ce plan-là en coopération avec le gouvernement. Ils se sont engagés, c'était 1300 lieux de 32 marques qui se sont engagés à maintenir une certaine température jusqu'à la fin 2024. Et il faudra attendre 2025 pour que ces mesures-là soient généralisées. Mais bon, là encore, il faudra voir les Pour l'instant, exceptions. Je ne vois pas trop la différence. Mais voilà. Bon. Ok, alors je rebondis donc sur une autre question de Maggie Roy sur les boissons d'été avec le fameux thé aux perles dont Taïwan serait à l'origine, mais apparemment elle a vu dans un média que le Vietnam revendique aussi la paternité de ce thé aux perles. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Elle demande aussi pourquoi les perles de manioc ont plusieurs teintes et comment elles sont fabriquées et pourquoi on appelle ça bubble tea. Question bête, c'est quoi la différence entre des perles de manioc et des perles de tapioca ? Alors, le tapioca, c'est fait à partir du manioc. Mais voilà. Donc, c'est l'amidon de manioc. Ok. Et alors, pourquoi on appelle ça le thé aux perles, plus précisément le thé au lait aux perles ? C'est parce qu'en chinois, on dit Zhenju Nai Cha. Et Zhenju, c'est les perles. Donc, en anglais, on a traduit ça par bubble tea. Et en français, on peut aussi dire thé aux perles de tapioca, par exemple. En fait, j'avais fait une série sur les thés taïwanais, dans Taïwan dans toute sa diversité. Et tout à la fin, j'avais un petit peu parlé des bubble tea.
Même en disant que voilà, même si je disais que c'était pas du tout pareil que les autres thés taïwanais qui sont plutôt en feuilles, là c'est plutôt du thé en poudre. Et ça ressemble d'ailleurs plus à un milkshake que à du thé traditionnel taïwanais. Oui. Et il y a plein de goûts variés, d'où les différentes couleurs. Il peut y avoir chocolat, enfin bon bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc dans ces thés-là, le lait, le sucre et le tapioca sont finalement des ingrédients presque plus importants que le thé. Oui, c'est plus un arôme au thé, quoi. Voilà, parce qu'il y a très peu de thé dedans. Et donc, effectivement, c'est très bon, mais il faut faire attention parce que ça peut devenir addictif. C'est très sucré. Enfin, on peut demander avec moins de sucre, mais ça reste quand même addictif. Et il faut savoir que, justement, le tapioca, c'est une sorte d'amidon aussi. Donc, voilà, c'est quand même... C'est très calorique, j'imagine. Voilà. Et du coup, moi, je me souviens que j'en avais énormément bu il y a très longtemps quand j'étais à Pékin. Ça m'avait fait prendre beaucoup de kilos parce que... En fait, j'en prenais tous les jours tellement c'était bon. Du coup, quand je suis arrivée à Taïwan, j'en ai jamais bu. Waouh. Alors que pourtant, ça vient de Taïwan. Alors que pourtant, il y a 26 000 boutiques de thé aux perles à Taïwan. Et donc, tu n'as jamais goûté le thé aux perles taïwanais? Non, parce que j'ai trop peur de devoir en prendre tous les jours tellement c'est bon après. Je me connais trop bien. Donc. Ça alors. Alors, pour répondre à la question, en fait, ce sont 2 propriétaires de maisons de thé à Taïwan, donc Chuen Shui Tang à Taichung et Han Lin à Tainan, qui revendiquent l'invention du bubble tea dans les années 80. Mm-hmm. Et ils ont même demandé à la justice de statuer. Mais le juge a refusé de statuer parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et donc, le thé aux perles n'a donc pas pu être breveté. C'est peut-être pour ça que le Vietnam le revendique. Mais personnellement, pour être déjà allée au Vietnam, je pense vraiment pas que ça soit... Enfin, je veux dire, j'étais au Vietnam il y a plus de 10 ans. C'était pas du tout à tous les coins de rue comme à Taïwan. Mm-hmm. Donc, je pense vraiment plutôt que c'est taïwanais. Et au Vietnam, en revanche, il y a d'autres boissons qui sont très spécifiques au Vietnam, notamment le fameux café vietnamien qui coule avec un goutte à goutte sur un petit filtre qu'on met sur la tasse, qui est excellent. C'est trop bon, le café vietnamien. Ça a un arrière-goût de chocolat. Oh là là, c'est trop bon. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Je ne sais pas toi si Lisa, tu es une adepte des thés aux perles. Non, en fait, je bois pas de lait, donc je n'ai jamais goûté. Ah, d'accord. je sais pas non plus. Il doit y en avoir bon au lait de soja, peut-être, mais... Ouais, mais ça me tente pas, je sais pas, ça ressemble trop au lait, visuellement. C'est un blocage psychologique. Enfin, j'ai déjà goûté sans lait, mais bon, je crois que c'est pas vraiment du thé au lait aux perles, du coup. Et du coup... c'est mieux comme ça, je crois. En fait, oui, il faut faire attention. C'est à prendre avec des pincettes... Pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est trop bon. Et, en revanche, ça serait intéressant d'apprendre à en faire. D'apprendre à faire les perles de tapioca. Ouais, ça pourrait ça m'intéresserait. Si c'est pas un secret bien gardé. Mais... Et donc, je voulais signaler qu'il y a même des magasins où on peut acheter du thé aux perles, des magasins taïwanais en France. Et donc, c'était sur la page de mon émission là-dessus. Donc, je vous la remettrai dans... la page du courrier. Et je voulais juste dire que la semaine dernière, j'ai oublié de dire que Maggie Roy nous avait remercié de lui avoir fait connaître le poète Wu Sheng. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, elle était allée directement à la librairie indépendante de chez elle, près de chez elle. Et elle a acheté ce livre, elle l'a commandé. Et elle dit qu'elle venait juste de le recevoir, donc c'est le recueil « Grand-mère n'est pas poète » de Wu Sheng. Et elle dit « Un régal à déguster jour après jour, quel bonheur !» Ah super, on est très contents que les recommandations aient eu leur effet. Tout à fait. Et on vous invite à continuer à nous écrire comme ça nous fait toujours plaisir. Envoyez-nous vos questions. On en a reçu d'autres aussi, mais on n'a pas encore eu le temps de faire des recherches, donc on répondra la semaine prochaine. Oui, et le temps manque pour répondre également, puisqu'on arrive déjà à la fin de ce courrier. Donc on vous dit à la semaine prochaine avec d'autres personnes. Je ne sais pas qui le fera, voilà. mais nous on va se reposer un peu. Nous. Voilà, et à bientôt sur Radio Taïwan International. C'était Lisa et Sasa. À bientôt.